Je sais que l'usage voudrait que je débute l'écriture de cette page blanche avec un lieu ou une date au moins. J'ai bien essayé, mais je sais pas quel jour nous sommes. Ni quelle heure ou quelle année d'ailleurs. Le temps m'échappe. Je sais plus ce que je fais ici. J'ai plus de whisky. Enfin, pour l'instant. Je tourne en rond à essayer de me rappeler la dernière fois que j'ai vu ton visage. Chaque instant est une éternité sans toi. Parfois, juste une seconde, j'ai l'impression d'entendre ta voix, mais tu n'es pas là. Je dois perdre la raison ici. Ma mémoire est embrumée, mais je crois que j'ai fait quelque chose de terrible. J'arrive pas à me souvenir ce que c'est, mais j'ai peur que ce soit quelque chose d'impardonnable. Quelque chose qu'on peut pas effacer. Catherine. J'ai envie de hurler pour que ma voix t'atteigne, mais tu ne m'entends pas. Et moi, je reste muet, prisonnier de cet endroit. J'ai froid. Le cinéma est une œuvre en constante évolution, que ce soit au sein d'une même œuvre cinématographique, par la coopération et donc l'influence des différents métiers mobilisés entre eux, de l'écriture à la réalisation, en passant par le montage, ou bien au sein de l'art qu'est le cinéma lui-même, par l'influence qu'ont les différentes œuvres entre elles. The Spiral Staircase ou Demain la nuit est un film qui incarne particulièrement l'influence qu'un film peut avoir sur ceux qui le suivront, contribuant à la création de genres et de sous-genres aujourd'hui bien identifiables. Le film est produit en 1946 par la mythique RKO, la compagnie qui a produit entre autres Citizen Kane et King Kong. Rien que ça. La société, alors concentrée sur la production de série B, a racheté les droits au producteur indépendant David Selznick, à qui on doit un autre grand classique, Autant en emporte le vent. Voyons, n'avez-vous pas torturé suffisamment de cœur aujourd'hui? Et Selznick avait déjà de grands projets pour ce scénario, considérant Ingrid Bergman pour le rôle principal. Du beau monde en somme. On peut dire que ça promet pour The Spiral Staircase. À la réalisation, on trouve Robert Siodmak, un expert du thriller et film noir, mais qui a déjà fait ses armes sur le film d'horreur. En 1943, il réalise Son of Dracula, film écrit par son frère Kurt Siodmak, qui a déjà écrit l'incontournable The Wolfman en 1941. Quand Siodmak s'attaque au thriller horrifique avec le film qui nous intéresse aujourd'hui, il est au sommet de son art. Et ça se voit. Il va d'ailleurs enchaîner les succès, avec The Killers sorti la même année. Tous les éléments sont réunis pour faire un grand film donc. Un réalisateur aguerri, une production qui n'a plus rien à prouver, un cast de comédiennes talentueuses et un scénario adapté d'une nouvelle d'Ethel Lena White. En effet, Ethel Lena White était une romancière spécialisée dans les nouvelles et romans policiers. En 1938, elle a notamment écrit The Wheel Spins, roman qui inspira Une femme disparaît, le premier grand succès d'Alfred Hitchcock. Décidément. Pour comprendre et analyser le film qui nous intéresse aujourd'hui, il faudra aborder des points clés de l'intrigue. Vous êtes prévenus. Engouffrons-nous donc dans la sombre histoire de The Spiral Staircase. Le film commence sur un magnifique plan zénital d'un escalier en colimaçon, sublimé par un éclairage habilement maîtrisé. À son sommet se trouve une jeune femme, Hélène, qui entreprend prudemment sa descente, effrayée par la tempête qui gronde dehors. Un merveilleux avant-goût de ce qui nous attend. Puis on la retrouve, émue et mouchoir en main, à l'auberge de village où y est projeté un film muet, The Sands of Dee. Hélène souffrant de mutisme, cette scène est hautement symbolique et nous aidera à comprendre une partie du propos du film en conclusion. Un étage plus haut, une femme au pas boiteux ferme sa fenêtre alors que le tonnerre se fait entendre, observée sans le savoir par un œil menaçant. Elle enfile son vêtement, mais l'homme profite de sa vulnérabilité pour l'attaquer. Soudainement alerté par du bruit, le propriétaire de l'auberge court à l'étage. Là, il y trouvera le corps de la femme boiteuse, sans vie. L'inspecteur de police arrive à l'auberge et déclare qu'il vient d'y avoir un nouveau meurtre. Il ordonne alors à tout le monde de rentrer chez eux sur le champ. En route pour se rendre chez les Warren, Hélène rencontre le docteur Parry qui se propose de l'emmener. Il a beaucoup d'affection pour Hélène et se montre très impliqué pour son bien-être. Hélène finit le chemin à pied mais se fait malheureusement rattraper par la tempête. Alors qu'elle cherche sa clé qu'elle vient de faire tomber dans une flaque d'eau, un homme vêtu d'un imperméable noir est tapi dans l'obscurité derrière un arbre.
Hélène arrive tant bien que mal chez les Warren, où se passera le reste du film et où on rencontrera les autres personnages. Une bâtisse qui n'est pas sans rappeler les manoirs des films gothiques des années 60. D'abord, une fois entrée, Hélène retrouve Miss Oates, une autre employée de maison interprétée par Elsa Lanchester. Une actrice très prolifique de la moitié du XXe siècle, avec une brillante filmographie, mais surtout connue pour son rôle de la fiancée de Frankenstein en 1935. Miss Oates parle des meurtres qui ont frappé la ville récemment quand tout à coup les deux femmes sont alertées par un bruit qui provient du bout du couloir. Le film est déjà très efficace pour créer de la tension et jouer avec les attentes du spectateur. Par exemple, Miss Oates part chercher un marteau pour réparer les volets de la fenêtre quand elle pousse un cri et s'écroule au sol. La menace sera-t-elle déjà frappée? Le tueur est donc bien déjà dans la maison? Non, c'est juste le pauvre chien Carlton sur lequel elle a trébuché. Carlton, you're a bad dog. Hélène la laisse à ses réparations et monte voir Miss Warren, la matriarche. Miss Baker, son infirmière, monte la garde devant la chambre. Hélène entre alors dans la chambre où Miss Warren dort. I got him before he got me. Visiblement une femme qui a de la poigne. Elle semble d'ailleurs beaucoup apprécier Hélène, mais étrangement, elle la somme de partir au plus vite. I hoped you were never coming back. You'd run away. Miss Baker fait irruption dans la pièce pour administrer ses médicaments à Miss Warren, mais se fait chasser aussi vite qu'elle est entrée. You're being paid to sit in the hall, that's all you're good for. Get out. Apparemment, tout le monde n'a pas les bonnes faveurs de la maîtresse de maison. Au rez-de-chaussée, le film nous présente le professeur Albert Warren, qui travaille dans son étude lorsque l'on sonne à la porte. Il confie son travail à sa secrétaire Blanche et accueille le visiteur, l'inspecteur de police. We've traced the murderer to this vicinity. Il s'inquiète donc pour Hélène qui travaille ici. Comme tout le monde, on dirait. I'm especially worried about that girl who works for you. Helen? On fait ensuite la connaissance de Steve Warren. Il vient déranger Blanche dans son travail et même lui voler impunément un baiser. Please, leave me alone. I can't stay away from you. Quel charmant personnage. Et ça ne va pas s'améliorer. Il rejoint alors le professeur et l'inspecteur, leur assurant qu'il n'a pas quitté la maison aujourd'hui. On apprend alors que Steven et Albert sont demi-frères. Ils ont bien le même père, mais Steven est le seul enfant de Miss Warren. Hélène, qui passe dans le couloir, est interpellée par le professeur. Alors qu'elle monte, il lui donne un dernier conseil du bas des escaliers. Don't trust anyone. Un très bon conseil, si vous me demandez mon avis. Hélène remonte auprès de Miss Warren, qui une nouvelle fois lui ordonne de quitter les lieux. Pack your things. Leave this house tonight. Dans un moment où Miss Warren semble être dans un état second, elle tend péniblement les bras pour se saisir d'un pistolet enveloppé dans un tissu sur sa table de chevet. Mind your own business. Décidément, cette femme a vraiment de la poigne. Miss Warren finit par s'évanouir dans sa lutte. Hélène se précipite alors pour chercher de l'aide. Mother must be worse. Get Albert. La vieille dame reprend finalement ses esprits grâce à une bouffée d'éther. Devant tout le monde, rassemblé à son lit pour s'assurer qu'elle va mieux, Miss Warren dit ceci. There's been another murder, hasn't there? Nobody told me. Nobody had to. Du haut de sa chambre, clouée au lit, rien ne lui échappe. Elle sait tout. On remarque très vite le style clair-obscur de la photographie qui donne au film un air de film noir. Le directeur photo, Nicolas Muzuraka, avait d'ailleurs déjà une solide réputation dans la série B chez RKO, notamment dans La Féline, et la 7ème victime de Mark Robson en 1943, lui-même monteur sur La Féline. Un petit monde la RKO. Redescendu au salon, Steven se fait questionner par le professeur, car il a menti à l'inspecteur. But I don't know why you told the constable you weren't out this afternoon when obviously you were. Le ton monte entre les deux demi-frères qui ne semblent pas s'apprécier, mais leur altercation prend fin lorsqu'ils se rendent compte qu'Hélène les écoute. Dr Paris, qui vient d'arriver sur la demande de Miss Warren, monte directement la voir. Hélène l'accompagne. How are you, Dr. Parry? I'm fine. How are you, Mrs. Warren? Dans un demi-sommeil, Miss Warren ordonne au docteur d'emmener Hélène loin d'ici, avant de s'évanouir à nouveau. Mais l'éther qui doit la réveiller a étrangement disparu. Le professeur décide donc d'envoyer Mr. Oates au village voisin pour s'en procurer. En attendant, le professeur descend à la cave accompagné de Miss Oates afin de se procurer une bouteille de brandy, seul substitut à disposition dans la maison. Cette dernière en profite pour en subtiliser une autre. Visiblement, l'alcool est son péché mignon. I'm never more witty than when I've had a little nip. Alors que Miss Warren s'est endormie, Dr Paris s'entretient avec Hélène. Il est décidé à l'emmener avec lui ce soir, puis de la conduire à Boston où elle pourra être soignée de son mutisme. Le docteur tente ensuite de déclencher un électrochoc chez Hélène, en lui rappelant le terrible accident qui l'a coincé dans le silence, la mort de ses parents dans un incendie. Difficile de ne pas remarquer à quel point le film est en avance sur son temps, notamment sur l'aspect psychanalytique de son intrigue.
Mais je m'avance. Hélène retourne alors auprès de Miss Warren. S'ensuit une altercation entre le docteur et Steven qui prend rapidement fin quand le professeur arrive. Ils conviennent qu'Hélène partira ce soir. Dr Parry prendra soin d'elle. Mais pour l'instant, le docteur ne peut pas rester. Ce sont déjà 2 personnes qui ont quitté la maison. Après un tendre baiser d'au revoir, Hélène se laisse aller à son imagination. Elle rêve du jour où elle épousera le docteur, mais viendra alors le fatidique moment où elle devra dire « je le veux » et ne pourra pas. D'ailleurs, ce songe éveillé se passe également dans la maison, comme si Hélène n'arrivait pas à se projeter autrement que dans sa situation actuelle, comme prisonnière d'une spirale infernale. Elle revient à la réalité et monte alors préparer ses affaires, tandis que de l'autre bout du couloir, Steven s'assure que personne ne le voit rentrer dans la chambre de Blanche. Ils échangent quelques mots qui nous montrent l'attitude perverse, macho et moqueuse de Steven. Men like to see women cry. It makes them feel superior. Puis, bien décidée à partir ce soir elle aussi, Blanche va voir Hélène pour lui faire part de sa décision et s'en va à la cave pour aller chercher sa valise. Bien qu'effrayée, elle parvient tout de même à trouver sa valise quand quelqu'un fait irruption. Quelqu'un qu'elle connaît et dont la vue la rassure immédiatement. Oh, it's you. You scared the life out of me. Cette scène ne vous rappelle rien. La tension monte entre les personnages de la maison. Miss Baker ne supporte plus l'aigreur de Miss Warren. I'm leaving this house tonight. Hélène, quant à elle, retourne auprès de Miss Warren qui lui tient un discours aussi déroutant qu'inquiétant. Did you know there was a girl murdered here a long time ago? I saw it. Upstairs from the window. You were that girl, Helen. Alors que Miss Baker est sur le point de partir, escortée par le professeur, Steven rentre au même moment. I've been walking. Difficile de faire plus suspect, n'est-ce pas? Le professeur profite donc de cette occasion pour lui demander d'aider Miss Baker à rentrer chez elle. Encore 2 personnes quittent la maison. Le professeur demande à Hélène d'aller chercher Blanche. Elle ne la trouve pas à l'étage, alors elle descend à la cave. Là, elle tombe sur Blanche, effondrée au sol. Elle est morte. Derrière elle, elle entend des pas se rapprocher. C'est Steven qui, à la vue de Blanche, vient directement prendre connaissance de son état, tout en ayant une réaction plus que suspecte. You must forget everything you've seen here. Let me handle this. Prise de panique et persuadée que Steven est dangereux, Hélène l'enferme dans le cellier et part chercher de l'aide. Mais Miss Oates s'est endormie depuis longtemps avec tout le brandy qu'elle a bu. Toutes les personnes qui ont promis à Hélène de la protéger semblent l'avoir abandonnée. Hélène court désespérément en rond dans tout le rez-de-chaussée pour trouver de l'aide. Elle essaie même de joindre le docteur Parry au numéro de téléphone qu'il avait laissé. Mais elle ne parvint pas à prononcer un mot à l'opératrice. Enfin, elle tombe sur le professeur, qui s'inquiète et lui demande ce qui se passe. Elle lui raconte alors tout en écrivant sur un carnet. Blanche est morte, Steven est enfermé à la cave. Le professeur l'accompagne auprès de sa belle-mère en empruntant les escaliers, et au moment où ils se trouvent tous deux devant le miroir, Albert se dévoile. You tried to telephone, didn't you? I'm glad you couldn't. Hélène est terrifiée. Le professeur jubile en lui expliquant que Steven était le seul qui aurait pu l'aider. Car un par un, il a réussi à écarter tous ceux qui protégeaient Hélène. Il veut la tuer pour la même raison qu'il a tué toutes les autres. And there's no room in the whole world for imperfection. Hélène s'enfuit pour alerter Miss Warren, mais celle-ci est encore inconsciente. Soudain, on toque à la porte. C'est l'inspecteur de police. Mais il ne sera d'aucune utilité et s'en va. Personne ne pourra l'aider. Encore une fois, le film nous offre des scènes de suspense redoutablement efficaces et prouve la finesse de son écriture. Alertée par les appels au secours de Steven à la cave, Hélène descend les escaliers, mais elle aperçoit les pieds du tueur, qui dépassent de l'obscurité et s'enfuit en remontant. Le professeur la prend en chasse, mais Miss Warren se trouve en haut des escaliers, habillée et armée. Oui, Hélène crie. Elle part chercher Steven et tous les deux retournent auprès de Miss Warren qui s'effondre dans les escaliers. Sur les ordres de Steven, Hélène part prévenir Dr Parry par téléphone. Après avoir actionné la machine, elle prononce faiblement les quelques mots qui lui permettent de l'alerter. Hélène a retrouvé sa voix. Dr. Perry. Puis elle s'effondre en larmes, enfermée dans l'obscurité de ce vestibule. Une conclusion teintée d'amertume.
Le film possède de nombreuses qualités et est l'œuvre d'un réalisateur qui sait ce qu'il fait. La photographie est splendide, le noir et blanc exceptionnel et les choix de réalisation sont particulièrement signifiants et efficaces. Par exemple, le sentiment d'angoisse est accentué par les jeux de lumière, faisant appel à la peur enfantine qu'est la peur du noir. La lumière rassurante qui provient de la lueur d'une bougie par exemple, n'offre que peu de réconfort lorsque l'on est traqué par des ombres terrifiantes, parfois démesurées. Les acteurs sont également magistraux. Le professeur Albert est joué par George Brent, connu pour avoir tourné à 11 reprises avec la mythique comédienne Bette Davis. Il est tout autant crédible en tant que maître de maison compréhensif et protecteur qu'en tant que tueur dérangé et instable. Dans le rôle d'Hélène, on trouve Dorothy McGuire, qui joue avec perfection la jeune femme sans défense et qui offre une performance qui rappelle beaucoup celle des comédiennes de films muets. Et surtout, Miss Warren est brillamment interprétée par Ethel Barrymore, détentrice d'un Oscar pour son rôle dans Rien qu'un cœur solitaire 2 ans auparavant aux côtés de Cary Grant, et nommée une nouvelle fois pour son rôle dans The Spiral Staircase. C'est l'atout majeur en termes de jeu, cette matriarche à la poigne de fer, affaiblie par sa santé mais toujours forte et lucide. Partant d'un concept de base relativement simple, celui d'une femme traquée par un tueur, The Spiral Staircase s'appuie davantage sur sa mise en scène que sur ses dialogues pour faire passer son propos. Chaque cadrage, chaque mouvement de caméra est chargé de sens. Et certains de ces effets de mise en scène préfigurent ce que deviendra le cinéma d'horreur dans les années à venir. Mais avant d'en arriver là, décortiquons un peu The Spiral Staircase, car il y a beaucoup à dire. Ce film est notamment une œuvre sur le regard et le point de vue, et ça se traduit à l'écran par une grande utilisation des miroirs et de leur symbolique. Au début, Hélène prend le temps de se regarder dans le miroir des escaliers. Miroir qui d'ailleurs n'en est pas un, et ne reflète pas exactement la réalité, ni Hélène elle-même. Dans cet instant d'introspection, le tueur qui l'observe la voit littéralement sans bouche, et donc sans voix. C'est la façon déviante dont lui voit Hélène, et qu'il pousse à la traquer pour essayer de la tuer. Le miroir reflète sa vision, la matérialise, la rend réelle. À la fin du film, il l'oblige à se regarder une nouvelle fois dans ce miroir, cette fois bien réel. Il l'oblige à se voir comme lui la voit, sans bouche, imparfaite à ses yeux. Le miroir, contrairement aux yeux, ne renvoie qu'un simple reflet de la réalité et illustre parfaitement la dualité. Chaque pièce de la maison est dotée d'un miroir, comme chaque personnage est doté d'une certaine dualité. La sympathique Miss Oates est alcoolique, le gentil Dr Parry peut s'avérer violent, Steven est finalement innocent, et Miss Warren n'est pas aussi faible qu'on pourrait le croire. Mais la véritable vision du monde ne vient pas du miroir, mais bien des yeux de celui qui le contemple. Ce rapport au regard, souligné par le titre de la nouvelle dont s'inspire le film Some Must Watch, est illustré directement par la figure de l'œil. On y trouve notamment une réflexion sur le voyeurisme qui nous renvoie à notre condition de spectateur. Ce n'est pas un hasard si tout au début du film, des enfants regardent furtivement la projection à travers un rideau. Le film contient un certain nombre de gros plans sur les yeux du tueur avant qu'il ne frappe. Au-delà de le caractériser sans dévoiler son identité, ces plans établissent un parallèle intéressant entre le tueur dans l'histoire et le réalisateur qui la raconte. Son regard est tel celui d'un auteur qui a sa propre vision du monde. Ce parallèle est renforcé par le fait que c'est Siodmak lui-même qui apparaît à l'écran lors des plans sur l'œil du tueur, à la manière d'un Argento dans un autre genre de film, mais on y reviendra. On a également droit à un certain nombre de plans subjectifs menaçants lorsque le tueur observe ses victimes. Ces plans impliquent directement le spectateur en lui partageant le regard du tueur. Il les enferme dans son regard pour ensuite les attaquer. Et ce choix de plan est particulièrement signifiant quand on prend en compte l'histoire de ce procédé. En effet, une des premières utilisations du plan subjectif en tant que langage purement cinématographique remonte aussi loin que 1900, dans Ce qu'on voit dans un télescope de George Albert Smith. Ce film montre un voyeur qui épie ses voisins, particulièrement lors d'un gros plan au travers du dit télescope sur une cycliste se faisant caresser le mollet par un jeune homme. Gros plan, plan subjectif, voyeurisme, tout est là. Le film procure au spectateur un fort sentiment d'enfermement. La majeure partie de l'action se déroule à l'intérieur de la maison des Warren. Tourné dans les studios de la RKO, le film bénéficie de décors soignés. La grande demeure a parfois tendance à se transformer en véritable labyrinthe. Tout cet espace renforce ce sentiment d'enfermement physique. Chaque porte semble s'ouvrir sur un endroit différent. Une chambre, un couloir, une cage d'escalier, tout se mélange. Cet aspect labyrinthique était déjà bien présent lors du tournage, car Dorothy McGuire s'est perdue pendant plus de 20 minutes dans les dédales du décor sans que personne n'arrive à la trouver. La notion d'enfermement est illustrée tout au long du film par les nombreux surcadrages qui enferment toujours un peu plus les personnages dans cette maison. Aussi, le film joue avec le sens de l'orientation du spectateur. On explore d'abord les lieux de façon horizontale, étage par étage, puis progressivement de façon verticale, montant et descendant les divers escaliers de la grande bâtisse et passant du dernier étage au rez-de-chaussée. Ceci a pour effet de complètement perdre le spectateur qui se retrouve également enfermé et désorienté, comme les personnages. D'ailleurs, la mise en scène entraîne parfaitement le spectateur avec les personnages, comme si on explorait la maison avec eux.
Les fenêtres, qui pourraient constituer une ouverture, voire créer une possibilité de fuite, viennent au contraire renforcer cet enfermement. La première victime, affectée par une démarche boiteuse, ferme sa fenêtre alors que l'orage arrive, mais il est déjà trop tard. La menace a déjà pénétré les lieux. Quand Hélène est poursuivie par Albert, elle essaye d'interpeller le policier par la fenêtre, qui ne la verra pas ni ne l'entendra. La fenêtre viendra finalement sceller toute possibilité de s'échapper de ce huis clos. Hélène souffre de son handicap, ce qui la piège dans son silence et la rend dépendante des autres occupants de la maison. À la fin du film, Hélène hurle lorsque Miss Warren abat le tueur. Elle semble alors avoir brisé les chaînes de son mutisme, mais ce n'est qu'apparence. Après avoir réussi à parler au téléphone, elle s'effondre au sol. Elle reste prisonnière de son trauma, auquel s'ajoutent maintenant les terribles événements qu'elle vient de vivre. Le surcadrage et l'obscurité de cette scène pèsent lourdement sur la jeune femme. Elle est enfermée dans l'image, comme dans sa propre prison mentale. Parallèlement, le professeur Albert est lui aussi enfermé dans ses troubles, comme on va le voir. Sa dure enfance l'a profondément traumatisé et complexé, au point de faire de lui un tueur. De proie, il est passé chasseur. La maison des Warren est une maison de chasseurs. On y retrouve de nombreux trophées de chasse dans les différentes pièces de la demeure, des perdrix naturalisés dans la chambre de Miss Warren, une tête de lion dans la cave, des papillons sous verre dans l'étude du professeur, ou encore des poissons exotiques dans un aquarium. En effet, Miss Warren et son défunt mari étaient tous les deux des chasseurs. Quant à son mari, c'était un homme dur qui ne supportait pas la faiblesse, ce qui compliqua sa relation avec ses deux fils qu'il considérait tous deux comme faibles. En tuant ces femmes handicapées, le professeur essaye de se rapprocher de son défunt père et de devenir ce qu'il aurait aimé qu'il soit, un homme fort. Ce qui est assez ironique, puisqu'il s'attaque seulement à des personnes sans défense et vulnérables, ce qui prouve davantage sa lâcheté que sa force. Mais on peut aussi l'associer au lion, qui s'attaque à l'animal le plus faible du troupeau. Ainsi se dressent plusieurs types de rapports de force et donc de domination et de soumission. La domination de l'être humain sur le monde animal, l'avantage du prédateur sur sa proie, le contrôle de l'homme frustré sur la femme sans défense. Mais ce rapport de domination de l'homme sur la femme n'est pas universel, et se renverse finalement lorsque Miss Warren abat Albert alors qu'il traquait Hélène. A l'inverse d'Hélène qui est la proie chassée par le tueur, Miss Warren, elle, est le chasseur qui finit par la sauver. Le symbole de l'escalier nous renvoie à une sorte de descente aux enfers alors que l'on est pris au piège dans l'unique mouvement qui nous est offert. On pense aussi au cercle vicieux dans lequel est prise Hélène, perdant sa voix des suites d'un traumatisme et la retrouvant dans un autre. Les mains du tueur, que l'on voit finalement très peu mais qui ont une place non moins importante, agissent telles des mains divines, détruisant la vie pour créer un monde conforme à sa vision dérangée. Et pour cela, il enfile une paire de gants noirs. Assez tourné autour du pot, il est temps d'aborder la raison d'être de cet épisode. Vous l'aurez compris, The Spiral Staircase est un film extrêmement riche, en termes de mise en scène et de symbolique. Bien que moins populaire que d'autres films de son époque, il est pourtant extrêmement avant-gardiste, superbement écrit et bénéficie d'une réalisation soignée qui en fait un véritable bijou. Et rien que pour ça, le film mérite d'être vu. C'est aussi un film qui parle de cinéma. Notamment le passage du cinéma muet au cinéma parlant, au travers de son introduction, de son personnage principal, son jeu à la limite du burlesque, son mutisme dont elle finit par se débarrasser, mais aussi à travers sa mise en scène qui fait directement référence à l'histoire du cinéma. Une déclaration d'amour à un art encore jeune. Mais si nous parlons de The Spiral Staircase aujourd'hui, c'est pour une autre raison, bien que liée à celle-ci. Le film parle de cinéma, certes, mais également, il contribue énormément à son évolution. Ne trouvez-vous pas qu'il y a dans ce film plusieurs éléments qui rappellent d'autres courants de l'horreur, bien plus modernes ? D'abord, la quasi-unité de lieu et le scénario poussent à penser au home invasion, ce genre où une menace extérieure se glisse à l'intérieur d'une maison pour y terrifier les occupants. On peut d'ailleurs dire qu'il en pose les bases, mais pas seulement. Le film exerce également la mécanique du whodunit, popularisée par les enquêtes d'Agatha Christie par exemple. Le tueur est l'un des personnages que l'on suit, plusieurs coupables sont possibles et on ne peut faire confiance à personne. Rappelez-vous de cette scène. Oh, it's you. You scared the life out of me. Un tueur mystérieux qui traque et assassine des femmes, des personnages ultra caractérisés, une révélation finale sur l'identité du tueur. Oui, The Spiral Staircase pose les bases de ce qui deviendra le slasher. Il partage même un grand nombre de points communs avec le genre qui a inspiré le slasher, le giallo. Au code cité précédemment s'ajoutent les gants noirs, la motivation psychanalytique du tueur et une bonne dose de fétichisme. Home invasion, giallo, slasher, ce film mélange des genres alors inédits avec une maîtrise rare. Un film extrêmement en avance sur son temps qui rencontrera un succès critique et financier dès sa sortie au cinéma. Le cinéma est un art en constante évolution.
Lorsqu'un réalisateur de talent raconte une histoire, il le fait avec un langage propre au cinéma. Le cinéma de genre est particulièrement codifié, et il est toujours fascinant d'être confronté à une œuvre fondatrice. Une œuvre dont le langage et les codes sont si efficaces, nouveaux et maîtrisés, qu'elle marque l'histoire du cinéma, influence les futurs réalisateurs et fait naître de nouveaux genres. The Spiral Staircase est l'une de ces œuvres. Alors la prochaine fois que vous verrez un tueur harceler un groupe de jeunes femmes, une menace invitée dans une maison, ou un esprit malade et traumatisé se saisir d'une arme, pensez à ce film, et laissez-vous porter par la spirale créatrice qu'il a déclenchée. J'ai froid. Vincent, j'ai froid. Regarde-moi ces deux-là. Leur tête me dit rien. Et elle... Personne les connaît ici. Ils sont pas comme nous. Ils peuvent pas rester ici. Ils vont voir ce qu'on fait aux étrangers.